Bonjour, bienvenue à la capsule sur les forêts aléatoires. Alors, cette technique-là qu'on va regarder aujourd'hui dans cette capsule, c'est probablement si j'avais une technique à vous recommander de connaître, c'est vraiment celle-là. C'est une stratégie qui a plein de propriétés intéressantes et personnellement, c'est vraiment celle que j'utilise quand j'ai à créer un modèle très très rapidement en raison de ses propriétés et de son niveau de performance. Alors, les objectifs de la capsule, c'est tout d'abord de comprendre le fonctionnement des forêts aléatoires. On va se baser sur ce que vous avez déjà vu sur le bagging et on va poursuivre là-dessus. Comprendre pourquoi ça fonctionne, finalement, pourquoi ça offre de bonnes performances. De connaître les avantages et les inconvénients des forêts et comprendre mais pourquoi ça se produit comme ça. On va aussi voir comment calculer l'importance des variables et brièvement, là, je vais vous expliquer un peu comment on peut construire des intervalles de prédiction, avec les forêts aléatoires. Alors, regardons l'algorithme. Vous allez voir qu'il ressemble beaucoup à l'algorithme qu'on a vu avec le bagging. Alors, on va commencer, comme avec le bagging, par sélectionner ici un échantillon bootstrap, comme avec le bagging. Là où ça va changer, c'est dans la construction de l'arbre. Alors, regardez bien, on va construire un arbre, mais en utilisant la procédure suivante. Donc, plutôt que à chaque nœud, habituellement, dans l'arbre, on va regarder toutes les variables, puis on va choisir la meilleure. Quand on fait une forêt aléatoire, on ne regarde pas toutes les variables. On sélectionne un certain nombre de variables au hasard et on va choisir la meilleure parmi ces variables-là qui ont été choisies au hasard. Okay? Donc, à chaque nœud, c'est pas pour chaque arbre, c'est vraiment à chaque nœud de l'arbre, on choisit un certain nombre de variables au hasard. On ne regarde pas toutes les variables. Alors, mon grand M ici, c'est mon nombre total de variables dans mon jeu de données, dans mon X. Et le petit m, c'est le nombre que je vais sélectionner à chaque nœud. Donc, parmi les m variables sélectionnées, on choisit la meilleure variable avec les indicateurs qu'on a vus précédemment et on sépare le nœud en deux. On va poursuivre comme ça jusqu'à l'atteinte de certains critères d'arrêt exactement comme on le faisait pour construire un arbre. Et on va évidemment répéter cette opération-là B fois comme on le faisait avec le bagging. Et à la fin, on va encore, comme on le faisait avec le bagging, agréger toutes les valeurs qu'on a prédites. Alors, pourquoi est-ce que ça améliore le modèle de faire ça? Et regardez bien ça. On revient toujours à la même idée, hein? On veut minimiser l'espérance de notre perte au carré. On a encore notre terme ici qui est à peu près irréductible. On a notre variance, la variance de notre modèle et le biais au carré. Alors, on a vu qu'avec le bagging, on était capable de réduire ce terme-là, la variance, sans influencer le biais. Donc, sans faire augmenter le biais. La variance qu'on obtenait avec notre bagging, mais on avait convenu que on l'a calculé en fait là que ça correspondait à cette formule-là. Si on regarde la formule, là, vous voyez ici le ρ sigma carré qui correspond à la variance d'un arbre, qu'on retrouve ici aussi. Vous avez le grand B qui correspond au nombre d'arbres qu'on a dans notre modèle. Donc, vous voyez qu'avec le bagging, là, plus on est capable d'augmenter le nombre d'arbres, plus on va réduire cette portion-là du terme.
Le problème, c'est qu'il nous reste toujours cette portion-là et le bagging va pas réussir à réduire cette portion-là. Donc, notre ρ ici, je vous rappelle que c'était la corrélation entre nos prédictions. Donc, plus la corrélation entre nos prédictions est grande, plus ce terme-là ici est grand. Et en utilisant la stratégie de la forêt aléatoire, qui est de sélectionner seulement une partie des variables à chaque nœud, ben c'est ce terme ici, c'est la corrélation entre nos prédictions de chaque arbre qu'on vient réduire. Donc, globalement, on vient encore réduire la variance de notre modèle et on ne doit toujours pas toucher au biais là-dedans. Le biais est encore théoriquement le même. Alors, c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Les avantages. On retrouve avec les forêts aléatoires la plupart des avantages qu'on avait avec les arbres simples. Très peu de traitement préliminaire des données à faire, notamment parce que ça ne suppose pas de distribution préalable des données. Donc, très peu de transformations préliminaires à faire. Je dis pas que les transformations préliminaires sont complètement inutiles. Là. Créer des nouvelles variables, ça peut encore être utile, mais standardiser, par exemple, ça va pas nous aider là, dans la construction de la forêt aléatoire. Donc, nécessite peu de traitement préliminaire. Je m'excuse pour l'erreur ici. Suppose pas de distribution, permet de gérer les valeurs manquantes. Donc, on peut encore utiliser la même stratégie qu'avec les arbres pour gérer les valeurs manquantes at random, évidemment. Et c'est tout aussi robuste aux valeurs extrêmes. Donc, on a les mêmes avantages que les arbres. Le seul qu'on n'a pas et qu'on avait avec les arbres, c'est au niveau de l'interprétation. Alors, l'interprétation ici est un petit peu plus difficile. En plus de ça, on ajoute quoi? On ajoute de la stabilité. Donc, on a un modèle qui est beaucoup plus stable. C'est en lien avec le fait que la variabilité est réduite. Et on a un modèle qui a un excellent pouvoir prédictif. Aussi du fait d'avoir réduit là, la portion variance dans la décomposition de notre terme d'erreur. Par rapport au bagging, donc les deux premiers éléments ici, là, on les retrouvait avec le bagging. C'est encore mieux avec la forêt aléatoire, mais on les retrouvait déjà avec le bagging. Mais en plus, on vient réduire le temps de calcul. Parce que là, on regarde pas chaque variable à chaque nœud pour choisir la meilleure. On regarde seulement un petit échantillon de toutes les variables. Donc, on réduit le temps de calcul par rapport au bagging. On a, comme avec le bagging, un échantillon out of bag et on est capable de construire des intervalles de prédiction, ce qu'on était en mesure de faire aussi avec le bagging d'ailleurs. Alors, on va regarder à nouveau l'échantillon out of bag. Donc, je vous rappelle que à chaque étape, on a encore, comme on l'avait avec le bagging, on a encore une portion de l'échantillon qui n'a pas été utilisée. Donc, pour chaque observation, on va faire une prévision uniquement à partir des arbres qui ont été construits sans cette observation. Et puis, donc c'est ce qu'on a ici. Là. Ici, c'est l'indicatrice que l'observation était pas dans l'arbre B. Et ici, c'est le nombre d'observations, le nombre d'arbres qui n'avaient pas d'observation. Donc, on va faire une moyenne de tout ça, puis ça va être notre prédiction pour notre échantillon out of bag. Et à partir de cet échantillon-là, on est capable de mesurer une erreur qui ressemble beaucoup, du moins qui tend vers l'erreur qu'on mesurerait avec une validation croisée à n prix. Donc, on a encore ça avec la forêt aléatoire. On a aussi l'intervalle de prédiction. Donc, de façon générale, l'intervalle de prédiction, c'est quelque chose qui nous intéresse davantage de façon générale quand on a une variable qui est continue. Quand on a une variable qui est binaire, habituellement, un taux de bonne classification, ça nous donne l'information qu'il nous faut pour prendre une décision par rapport à notre modèle. Par contre,
quand on a une variable qui est continue, l'erreur quadratique moyenne, c'est pas nécessairement une valeur, une mesure qui est très intuitive, qui nous aide vraiment à prendre une décision sur la qualité du modèle ou sur la fiabilité de notre modèle. Donc, dans ce contexte-là, un intervalle de prédiction, ça peut être vraiment intéressant. Et ici, c'est bien un intervalle de prédiction. Là, c'est pas un intervalle de confiance sur les paramètres, c'est vraiment un intervalle de prédiction. Donc, l'idée générale, c'est que on va regarder toutes les observations qui se sont dans à un moment donné retrouvées dans le même nœud que l'observation qui nous intéresse. Donc, pour cette observation-là, en se basant sur toutes les autres observations qui se sont retrouvées dans ce nœud-là, puis en leur accordant un certain poids là, selon le nombre de fois où elles se sont retrouvées dans le même nœud que l'observation qu'on cherche à prédire. Donc, on va être capable à partir de ça de construire une distribution de ce qu'on aurait pu obtenir comme prédiction pour cette observation-là. Alors, à partir de cette distribution, une sorte de distribution empirique, si on veut, on va être capable d'aller calculer les quantiles de cette distribution-là, et puis à partir des quantiles, on va être capable de donner un intervalle de confiance pour chacune des prédictions. Alors, ça peut être très intéressant si on veut avoir une bonne idée là, de la confiance qu'on peut accorder à notre modèle. Alors, un inconvénient, ben, il y a un hyperparamètre de plus à choisir, qui est le nombre d'observations le nombre de variables, qu'on va conserver à chaque nœud. C'est pas un très très gros enjeu, là, d'autant qu'on a l'échantillon out of bag pour nous aider à choisir ce meilleur hyperparamètre. C'est difficile à interpréter. Ok, on a perdu l'avantage qu'on avait des arbres là, qui était très très facile à interpréter. C'est difficile à interpréter, mais on peut quand même utiliser une certaine stratégie pour mesurer l'importance de chaque variable. Donc, l'idée dans la mesure de l'importance d'une variable, c'est que si une variable x, on va l'appeler x1 ici, là, est importante pour prédire y, qui est notre cible, ben, si on brise le lien entre x et y, ça va beaucoup perturber le modèle. OK? On peut pas enlever x puis voir ce que ça donne, enlever x1 puis voir ce que ça donne, mais on peut quand même trouver une stratégie pour briser le lien entre x1 et y. Alors, regardez ici si on voulait calculer l'importance de x1 par rapport à y. Donc, on va construire un modèle, un f de x, qui est notre modèle. Ici, ça va être une forêt aléatoire. Donc, on va carrément construire une forêt aléatoire. Donc, ça ici, là, c'est une forêt. C'est une stratégie qui est utilisée avec la forêt aléatoire en général, mais probablement que ça pourrait s'appliquer à plusieurs autres catégories de modèles. Donc là, on va calculer l'erreur de ce modèle avec un échantillon de validation, mais en général plutôt avec l'échantillon out of bag. Donc on estime l'erreur de notre modèle. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va briser le lien entre x1 et y. Comment on va faire là, vous comprenez qu'on peut pas enlever x1, hein, parce que là, ça fonctionnera plus. x1 va être comme une valeur manquante, puis on n'arrivera tout simplement pas à faire des prédictions avec notre modèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre x1, toutes les données qu'il y a dans notre variable x1, puis on va les permuter aléatoirement. On permute pas les autres lignes de notre jeu de données, là. On permute les lignes, mais uniquement à l'intérieur de cette colonne-là. Donc, si on fait ça, et que la variable n'était pas importante, ça ne changera rien sur la prévision. Si on fait ça, cette permutation aléatoire-là des chiffres, et que la variable est importante, ben là, ça va avoir un gros impact sur ma prédiction. Alors, on brise le lien ici,
on prédit Y avec notre X permuté et on calcule encore l'erreur avec l'échantillon out of bag. Puis là, on va comparer les deux. Donc, on va comparer l'erreur qu'on a obtenue en permutant X1 avec celle qu'on a obtenue sans permuter X1. Et puis, on va comparer ce que ça donne. Puis, on va faire la même chose pour toutes les variables. Et puis, ça va nous donner une idée de quelle variable avait le plus d'importance dans la mesure, dans l'estimation de Y. Donc, c'est pas une interprétation du modèle dans le sens où on peut avoir une idée de l'importance, on peut avoir une idée de si on a permuté une variable en particulier, là, ça a vraiment eu un gros impact sur notre prédiction, donc cette variable-là était très importante, mais on sera jamais capable de dire dans quel sens elle était importante ou dans quelles conditions elle était importante. On est juste capable de dire qu'elle était importante avec cette stratégie-là qui s'appelle des tests de permutation. Alors, cette stratégie-là, avec l'importance des variables, qui se fait très très bien avec la forêt aléatoire, là, notamment en raison de la présence de l'échantillon out of bag. Donc, cette stratégie-là peut nous servir dans certains contextes à sélectionner préalablement les variables qui sont importantes pour faire une prédiction. Donc, on peut utiliser cette stratégie-là avant de construire un autre modèle. Donc, supposons qu'on a un très, très, très grand nombre de variables. On ne sait pas trop lesquelles sont importantes ou pas. Il y a différentes stratégies. On peut réduire la dimensionnalité, mais je vous l'expliquais, hein, réduire la dimensionnalité, là, ça nous dira pas nécessairement, ça veut pas nécessairement dire qu'on a gardé ce qui était le plus important dans notre modèle. Il y a des stratégies de régularisation, il y a toutes sortes de stratégies pour faire ça, mais une des stratégies, c'est carrément d'utiliser une forêt aléatoire qui est assez robuste à la présence de données qui ont pas d'importance, par exemple. Donc, d'utiliser la forêt aléatoire pour préalablement déterminer quelles sont les variables les plus importantes. On peut, après ça, faire un autre modèle à partir de ça. Donc, on pourrait après créer un réseau de neurones ou créer un modèle de régression basé là-dessus. Alors, des forêts aléatoires. Alors, il est possible de modifier un peu les forêts aléatoires de la même façon en fait, c'est l'arbre qu'on va modifier. C'est vraiment la construction de l'arbre qu'on va modifier pour l'adapter à certaines données un peu particulières. Alors, parmi les données particulières, il va y avoir les données de survie. Par exemple, on peut modifier l'arbre pour tenir compte de ce type de données-là. On peut modifier la construction de l'arbre aussi pour tenir compte des données corrélées. Comme on le fait là, les données corrélées, là, c'est le type de données qu'on va gérer habituellement avec des modèles hiérarchiques ou avec des modèles linéaires mixtes généralisés. Alors, c'est possible d'adapter la forêt pour ce type de données-là. En pratique, alors il existe plusieurs librairies pour faire des forêts aléatoires. La première, probablement la plus connue, c'est la librairie Random Forest en R, qui est vraiment basée là, directement sur les travaux de Breeman. Celle que je préfère, moi, personnellement, c'est la librairie Ranger. Pourquoi? Ben, essentiellement parce qu'elle a été écrite de façon un petit peu plus efficace, donc elle gère plus facilement les très gros jeux de données. Alors, comme j'ai eu à l'occasion à travailler avec de très gros jeux de données, j'ai rapidement je me suis rapidement approprié cette librairie-là. Alors, c'est celle que j'ai décidé de vous montrer parce que elle fonctionne aussi bien que Random Forest sur des petits jeux de données, mais elle fonctionne mieux sur de très gros jeux de données. Alors, vous pourrez regarder dans l'aide de R, là, il y a une multitude d'options pour travailler avec la librairie Ranger. Donc, on va regarder certains des arguments les plus intéressants. Alors, évidemment, là, vous pouvez choisir le nombre de variables que vous choisissez à chaque nœud.
Ici, là, il faut faire attention. Là, c'est sûr que dans le jeu de données, j'avais pas beaucoup de variables, donc j'en ai choisi seulement 3. On peut aller un petit peu plus que ça, mais de façon générale, on va essayer de choisir un nombre de variables à essayer plutôt petit. Ensuite, le nombre d'arbres à construire. Alors, ici, j'ai mis 500. Personnellement, je dépasse rarement 500 arbres. Sample fraction, la plupart des fonctions pour faire des arbres vont pas vous demander le nombre d'observations que vous voulez dans votre échantillon Bootstrap, mais bien la proportion des échantillons que vous voulez qu'ils soient sélectionnés dans votre échantillon Bootstrap. Donc ici, 1, là, ça veut dire que mon C est égal à N. Si vous retournez voir la formulation là, des algorithmes que j'ai montré précédemment dans le bagging ici, ça correspond à ça. Le split rule, ici j'ai mis Genie parce que c'est un des critères que je vous ai présenté. Ceci dit, il y a une option qui est un petit peu plus efficace, mais que j'ai pas le temps de vous expliquer, mais vous pourrez aller voir, là. C'est la fonction, c'est le critère extra trees qui fonctionne assez bien. Min node size, ben le nombre d'observations dans un nœud terminal. Personnellement, là, je préfère le mettre assez petit pour avoir peu d'influence des valeurs extrêmes. Et ici, c'est un élément qui est important là, l'argument pour calculer l'importance des variables avec les tests de permutation. Les autres arguments qui sont intéressants, là, ces deux-là ici nous permettent de calculer les quantiles pour avoir un intervalle de confiance. Si vous voulez davantage, si vous avez vraiment besoin d'intervalle de confiance et que vous voulez davantage d'options pour faire ça, je vous suggère d'aller plutôt utiliser la librairie Cantreg, qui est vraiment une librairie qui est destinée à faire ça. OOB, ben c'est le calcul de l'erreur sur votre échantillon out of bag. Et ici, le save memory, si vous marquez un peu de mémoire vive sur votre ordinateur, cette option-là peut vous en tout cas, m'a donné à moi un coup de main à plusieurs reprises là, pour être capable de faire des calculs là, sans avoir recours à des super calculateurs ou des choses comme ça. Ben évidemment, on peut toujours se débrouiller pour aller chercher des plus gros ordinateurs, mais souvent c'est un petit peu plus exigeant là. Alors cette fonction-là permet de faciliter un peu là, la gestion de la mémoire si le problème se pose pour vous.